Il travaille au moyen format, il est ambassadeur Fujifilm. Mon invité aujourd'hui, c'est Guillaume Musso. Je suis en compagnie de Guillaume Musso. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Alors Guillaume, on souhaitait te recevoir sur Love Light aujourd'hui pour que tu puisses un petit peu nous présenter ton travail. Tu travailles essentiellement au moyen format et en particulier avec une marque que tu chéris forcément, c'est la marque Fujifilm. Alors, je ne peux pas dire le contraire sinon ils vont m'engueuler, mais oui effectivement, je travaille avec Fuji, avec leur système GFX depuis qu'il est sorti et avec grand plaisir. Ouais. J'imagine que ça fait des années et des années que tu fais de la photo. À peu près 30 ans. Ouais. À peu près 30 ans. Bon, de manière pro, ouais. On va pas revenir. Moi, ce que je voudrais tout de suite rentrer dans l'action pour que les personnes qui ne te connaissent pas se rendent compte un petit peu de ton travail, c'est parler tout d'abord de cette voiture, de cette Renault bleue. C'est un travail qui a nécessité... C'est quelle occasion, en fait ? Alors, c'est l'occasion d'une commande en publicité. Donc, client Renault, l'agence Publicis, leur partenaire historique. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'elle fait partie d'une campagne qui avait vocation à mettre en avant un service de certification des véhicules anciens proposé par Renault. Donc il y a eu ce dont on ne se rend pas forcément compte dans ce type de travail, c'est qu'il y a déjà en amont tout un choix, tout un brainstorming sur quelle voiture on met en avant, quel Renault 4. Donc on avait fait un casting de Renault 4. C'était pas ma chouchou, j'avoue. Moi, j'avais craqué pour la vie parisienne, qui était en Vichy, noir et rouge, intérieur cuir, c'était une petite merveille. Mais bon, ils ont préféré garder le bleu un peu historique de Renault. Et donc ça s'est passé dans un endroit qui est assez peu connu et pas tout à fait accessible au grand public, qui est situé dans leurs usines à Flins, qui est le musée, en fait, la collection, dans laquelle, un endroit où donc sont conservées toutes les voitures fabriquées par Renault depuis 120 ans. D'accord. Donc on a des voitures en bois, on a des chars de la Première Guerre mondiale, on a les taxis de la Marne, on a la Formule 1 de Prost, on a toutes les Renault 4 qui ont existé, on a tous les prototypes, toutes les voitures jamais sorties, toutes les versions spéciales, la 4L Panthère Rose, etc. Donc c'est un endroit, quand on aime bien un peu tout ce qui est mécanique et histoire, rempli de... Ouais, c'est un endroit vraiment très très chouette. Et puis en plus, les gens qui s'en occupent sont des passionnés. C'est pas juste des employés Renault. Ils ont choisi d'être là, de s'occuper des collections. Donc en plus, ce sont des mines de savoir incroyables. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour réaliser cette photo ? Alors en fait, l'idée c'était d'obtenir une image typée studio, mais faite dans un garage. En fait, un garage qui fait grosso modo 20 000 m², 8 mètres sous plafond, des néons dégueulasses. Parce que là, c'est vraiment fait dans la réserve. Ouais. Donc, en fait, il y a tout en amont un travail de préparation et d'accessoirisation. C'est-à-dire qu'on monte un fond noir, on monte une cage à lumière. On recrée un studio, mais autour de la voiture. D'accord. Voilà. Avec la lumière artificielle. Exactement. Donc là, en fait, c'est un mélange. Donc c'est une image qui est faite. Alors c'est pareil, c'est fait en plusieurs passes. C'est pas une image qui est faite d'un coup. Elle est faite. Là, c'est l'assemblage de 4 images. Donc il y a une vue générale où en fait, donc il y a d'un côté, donc j'utilise des flashs. Donc sur la droite de l'image vient un grand parapluie. J'utilise des parapluies des XL là, de Pro Photo qui font 1m70 avec une toile de diffusion pour obtenir quand même quelque chose d'assez doux. De la partie gauche qui fait le retour sur la calandre, là ce sont 2 flashs qui viennent taper sur 2 polystyrènes et donc qui font une lumière semi-diffuse. Avec un rebond. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la vue générale. Ensuite, pour faire un sandwich, notamment avec le phare et la veilleuse, donc là, c'est une vue où on fait toute lumière éteinte, pas avec la même vitesse d'obturation, évidemment, et donc on fait les feux tout seul. Et la petite ligne qui est sur le capot, qui dessine vraiment le volume du capot, en fait, ça, c'est fait avec un Astera, donc en fait, c'est un tube LED.
D'accord. de 80 cm. Okay. Et donc, on fait en fait ces deux images. J'ai mon assistante qui pose, hop, je fais une photo, deuxième, D'accord. troisième, et le tout est assemblé en post-production par le studio de Publicis, en fait, par leur prod. D'accord. Autre photo où, pareil, il y a la sculpture de la lumière qui est incroyablement travaillée, c'est ce tracteur que l'on voit, qui émerge. Voilà. Et en fait, c'était vraiment ça. Alors cette photo-là, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'elle a été faite en plein jour, sans aucun ajout de lumière, rien du tout. Donc en fait, c'est là où le boulot du photographe est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'interprétation. Et j'ai la chance avec Massey Ferguson, parce que c'est une image qui sort d'une campagne de pub avec eux, c'est qu'ils me laissent une carte blanche assez incroyable, quoi. Ils me disent voilà, bon, il nous faut ça, et après. Débrouille-toi. Et en fait, cette image-là, donc en fait, on avait le tracteur qui est un prototype à ce moment-là, non dévoilé au public, dans un hangar. Et puis, donc on lève, et puis je vois cette espèce de signature LED qui est quand même assez agressive, en fait. Ça fait beaucoup penser à une voiture de sport. Ça fait penser à des voitures italiennes, je ne vais pas nommer de marque, mais, mais c'est vrai. On dessine un peu, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de mettre à l'extérieur, et j'ai shooté depuis l'extérieur en fait en sous-exposant vraiment beaucoup la photo pour que les LED ne soient pas surexposés. D'accord. Et tout le reste, c'est là où justement je remercie d'avoir des boîtiers comme ça, tout est sur la souplesse du capteur où je fais revenir les informations, et le côté bleu, c'est bêtement en post-production avec un masque, de la température de couleur. Donc en fait, c'est une image qui est obtenue vraiment à 50-50 entre la captation et la post-production, mais qui est imaginée avant même de déclencher. En fait, au moment où je shoot, je sais que je vais faire ça. Ouais. C'est vrai qu'avec un capteur moyen format, on a la chance d'avoir une dynamique qui est toujours plus intéressante qu'avec un capteur 24-36. C'est ça. Et puis ça, c'est la grande force. Donc pour la petite histoire, cette image-là, je l'ai faite donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et c'était avec le prototype du GFX 102. L'avantage d'être ambassadeur. C'est ça. Et puis il m'avait dit, vas-y, voilà, mets-nous-le à l'épreuve. Et puis je les ai prévenus. Je leur ai dit là, il va prendre quand même. Hein. Je le mets par terre, je le mets dans la poussière, on le met dans le blé. Enfin, on le maltraite. Ouais, on le maltraite. Et ils ont été assez bêtes pour me dire oui. Mais avec plaisir. Et pour le coup, c'est là où vraiment il y avait un gros progrès par rapport à la génération précédente. C'est que j'ai pu tracter sur le fichier. Mais plein de choses. Je faisais ce que je voulais avec. C'était incroyable, quoi, vraiment. Une autre photo où là, cette fois-ci, j'allais dire, c'est presque la définition qui prime. C'est avec cette rose que l'on voit. Enfin, c'est une rose, hein, c'est ça? Alors, oui, tout à fait. C'est une rose, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est emprisonnée dans une sculpture qui est tissée. Alors, pour remettre le contexte, parce qu'il y a 2 images, on va montrer 2 images de cette série-là. Ce sont des sculptures en fil réalisées par une artiste qui s'appelle Jeanne Visserial, qui est représentée par la Galerie Templon, et c'était une commande des monuments nationaux. D'accord. Voilà, parce qu'elle exposait ces sculptures au sein de la basilique de Saint-Denis, un lieu qui en soi est très beau, très chargé d'histoire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans son concept, elle travaille avec un robot en 3D. Donc en fait, elle dessine la sculpture, elle rentre le plan dans le robot qu'elle a développé, et c'est le robot qui crée cette sculpture avec un fil, un peu à la manière, pour elle faire une araignée, en fait. Je comprends. Et c'est absolument incroyable. Et donc moi, j'étais en commande pour représenter tout ça. Et la difficulté, en fait, c'était pas tant la rose, c'était de bien restituer les noirs. Parce que on est vraiment sur un tissu noir. On le voit bien là. Complètement. Et donc il fallait qu'on puisse garder à la fois ce côté sombre et en même temps pouvoir le lire facilement. Donc là, en fait, cette photo, elle est faite au flash. Voilà, enfin c'est un mix entre la lumière présente et le coup de flash. Et donc sur mon fichier d'origine, j'ai un petit peu surexposé. En fait, mon tissu n'est plus noir, il devient un petit peu gris. Voilà. Mais par contre,
j'ai toute la matière nécessaire. Ce qui fait que là, cette image-là, on peut faire un tirage de 2 mètres, mettre le nez dessus, on regarde dans le noir, il y a du détail. Voilà. Un peu. En fait, je me suis inspiré de ce que faisait Pierre Soulages avec ses superpositions de matière. Oui. Pour qu'on puisse lire dans la matière. Voilà. Oui. Et ça, ou comme le faisait Velasquez, par superposition de couches. Donc, Excellente idée. voilà, donc j'ai copié. Voilà. bien. J'ai pas le copyright, ce sont les... Oui, non, mais je connais un certain qui disait que un artiste copie. C'est un peu, oui, il faut bien s'inspirer, ouais, bien complètement. sûr. Alors là où par contre, tu n'as pas copié, mais tu as représenté, tu as interprété ce qui avait été mis en image. C'est dans cette, c'est quoi? C'est une basilique? C'est toujours, donc ça fait partie de cette série-là. C'est la basilique de Saint-Denis, effectivement. Et donc dans un cadre d'un reportage comme ça, enfin de commande, on a à la fois du détail sur l'œuvre et puis on a aussi contextualisé. C'est un petit peu comme en prise de vue d'architecture. Il y a le bâtiment et il y a ce qui l'entoure. Ou en reportage, on est toujours dans la même construction en fait. Oui. Et pour le coup, il fallait montrer le lieu, il fallait montrer les gisants parce que les sculptures étaient au milieu des gisants, des rois de France. Et puis, c'est un endroit quand même assez emblématique. Donc là, sur l'extrait qu'on voit, donc on voit bien qu'on est dans un lieu religieux. Et puis, j'ai attendu d'avoir, je suis venu à la bonne heure pour avoir cette lumière qui revenait qui était projetée au travers des vitraux qui étaient derrière moi et qui venaient habiller tout ça. D'accord. Alors, tu parles justement de vue d'ambiance et de détail. Autre photo où là cette fois-ci c'est le détail qui est mis à l'honneur sur un véhicule. Ouais. C'est quoi l'histoire de cette photo? Alors c'est un détail de capot de tracteur encore une fois. Voilà. Donc ça a été c'est une image qui a maintenant je dirais 4 ans, je crois, qui a été ma première collaboration publicitaire avec Massey Ferguson. Alors pour la petite histoire, ça s'est fait un coup de chance quand même. C'est bien, c'est toujours. Il y a des coups de chance, de temps en temps, il faut savoir les choper. C'était juste après le Covid et le Brexit. Et en fait, le photographe habituel, qui est un photographe anglais, ne pouvait pas venir. Donc ils ont cherché à la dernière minute un photographe qui puisse venir répondre à la demande et dont le book correspondait à peu près. Voilà. Et l'idée, en fait, ils conçoivent leur campagne avec plusieurs photographes, chacun ayant son domaine de spécialité, ce qui est plutôt assez futé, je trouve. Ouais. On tire le meilleur de chacun, et chacun dans son domaine a toute liberté. Donc c'est vraiment très très agréable de travailler comme ça. Et moi, on m'avait demandé de faire du détail. Du détail. Et j'ai pris le parti d'essayer de traiter ces grosses machines industrielles. Il faut bien comprendre que la roue avant fait ma taille, je fais 1m90. Ouais. Donc on est sur des trucs, enfin la hauteur de la cabine, on est à 3m40, enfin ce sont des monstres quoi. Ouais. Et moi j'ai essayé de traiter ça, l'inspiration elle est dans les voitures italiennes des années 60, 70, et d'essayer de trouver des lignes qui soient les plus épurées possibles et voilà. Alors là pour la petite histoire celle-là, donc c'est la première fois aussi que j'ai fait une campagne complètement à la LED. Okay. J'avoue, je suis pas fan. Non. Ah ouais, non, Qu'est-ce qui te dérange? Alors, ce qui me dérange, en fait, moi, je suis un peu, c'est une question de génération, je suis un peu old school. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur les carrosseries il y a une vingtaine d'années, on travaillait encore à l'halogène, au HMI, et on projetait sur des vélums. Donc, en fait, on avait des dégradés sur les carrosseries qui étaient d'une finesse incroyable. La technique du cinéma, en fait. Exactement. Et là, en fait, on est en lumière projetée directement sur la carrosserie, et en fait, on n'est pas sur une surface complètement remplie. En fait, ce sont plein de barres de LED qui sont projetées au travers d'une toile comme une boîte à lumière. En fait. Et quand on est sur ce type de travail, ça se voit. Ouais. Ça se voit. Et là, au niveau des spéculaires. Et voilà, le côté spéculaire et la façon dont la transition, enfin le dégradé de lumière se fait est beaucoup moins beau, beaucoup moins fin. Il demande beaucoup plus. Là où en fait avec un halogène, on n'avait pas besoin de le post-produire, on est obligé de le récupérer en post-prod. Sinon, ça fait un espèce de liseré qui est franchement pas très heureux. Quoi. Je comprends. Autre photo qui va faire plaisir à un autre ambassadeur Fuji film en la personne de Julien Apruzès, puisque là on est dans une photo avec plein de triangles. Ouais. Des triangles, toujours des triangles. Alors vas-y, explique-nous. Alors, là en fait, c'est assez
simple, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toujours extrait de cette même campagne. D'accord. Et dans l'idée de cette campagne studio, il y avait une direction artistique qui était de rappeler le triangle du logo Massey Ferguson, qui en fait ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, au logo de Mitsubishi. Oui. On a tendance à les confondre Les trois triangles. avec les trois triangles croisés. Et donc, on voulait reprendre ça dans les visuels. D'accord. Donc en fait, ce sont des triangles qui ont été faits avec des astéras. Donc pareil, c'est des tubes LED dont on peut régler la colorimétrie. Donc ça, pour le coup, de ce point de vue-là, c'est extrêmement pratique. Et simplement en post-prod, on a créé les petits angles, etc. Et puis, bon, bah voilà, il y avait une volonté de faire un peu des mélanges, un peu de couleurs, typé color grading, mais directement à la prise de vue, avec un petit peu de brume. Enfin voilà, donc il y a un côté recherche un peu. Ça s'inspire beaucoup de ce qu'on peut trouver justement dans la voiture de sport, dans l'image de la voiture de sport. D'accord. Ok. Autre corde à ton arc, le portrait. Oui. Et là, on a devant les yeux une image qui semble sortir d'un tableau, tellement la texture est douce, tellement il y a un travail, alors tu vas nous en parler. C'est ce personnage, et c'est quoi, c'est un pompier? Non, c'est un... c'est en fait ni plus ni moins que... C'est un ouvrier, tout simplement, un ouvrier, voilà. sur son chantier. Voilà. Puisque donc, dans mes domaines d'intervention, on va dire, je travaille pas mal dans le domaine de la construction, au sens large du terme. Donc aussi bien pour des cabinets d'architectes, je fais de l'architecture vraiment pure et dure, que dans des choses qui ont trait à la construction au sens large du terme. Donc là, cette image-là, en fait, c'est tout simplement un ouvrier sur son chantier qui est en train de travailler. C'est un chantier sur lequel j'étais en train d'intervenir. Et donc là, c'est pas dans un studio, là? Ah, du tout. Ah oui, d'accord. Du tout. Par contre, effectivement, l'inspiration est là, et la référence. Okay. C'est du portrait à la fenêtre, c'est du Rembrandt, quoi, tout bête. C'est le modèle d'école. Enfin, voilà. Donc en fait, il faut imaginer que, admettons, j'ai mon personnage là, j'ai une grande fenêtre, en fait, une trouée dans le mur, qui est en cours de construction, et je l'ai simplement mis devant le mur, orienté vers la lumière. Et vu que c'était pas une lumière directe, ça fait vraiment une lumière très très douce, ça fait un énorme modelé, vous obtenez ce contraste en l'éloignant plus ou moins du fond. Voilà. Donc j'ai demandé de se décaler un petit peu pour avoir un fond qui parte un peu dans le sombre, très facilement, et voilà. Donc non, ça s'est fait. Allez, c'est la séance en 40 secondes chrono, quoi. Waouh, d'accord. Ah ouais. Voilà. L'écriture de la lumière, la photographie, là on est en plein dedans. Ouais, et je trouve que justement pour les photographes, une fois qu'on a passé le cap un peu de l'apprentissage mécanique, technique, les boutons, etc., ce qui est vraiment, faut vraiment travailler, pour moi, c'est la source principale, c'est la peinture, et c'est aussi ce qu'on va retrouver chez certains chefs opérateurs en cinéma. Je pense à Dickens notamment, qui a signé des tonnes de films. Il a signé les Blade Runner, etc., qui, d'un point de vue construction image, sont fantastiques. Quoi. Tu parles justement de tes références en cinéma. Tu as des références en peinture? Alors, comme beaucoup de photographes, Edward Hopper. Je conseille d'ailleurs le bouquin, désolé, j'en profite, je fais une pub, allez acheter le bouquin qui s'appelle De l'œuvre au croquis d'Edward Hopper. C'est une source absolument fantastique en termes de construction de l'image. Il y a eu une exposition en Suisse, tout à fait, qui a été exemplaire sur Hopper, avec toute sa vie, son œuvre et sa veuve surtout. C'est ça. Donc il y a Hopper, il y a évidemment les grands maîtres hollandais, il y a Turner, on a Velázquez. Alors moi, Velázquez, d'un point de vue, on va dire, image, c'est pas quelque chose qui m'émeut particulièrement. C'est très très grand en plus. C'est ça. Mais par contre, d'un point de vue technique, de superposition, les noirs Velázquez, c'est un truc. Mais alors, on peut rester pendant 1 heure devant une manche pour voir comment il a superposé ses couches de peinture pour obtenir ce relief. C'est un truc de dingue, quoi. Je vous invite d'aller faire un saut au musée d'Orsay et au Louvre, et surtout au Louvre, puisque vous avez énormément d'œuvres de Velázquez également. C'est une découverte incroyable. Tout à fait. Une autre photo, alors là, je serais curieux de savoir comment tu as fait ça. C'est cette menthe religieuse qui semble figée
qui presque expose, j'allais dire. Alors, je vais pas me faire que des copains. Vas-y. Elle n'est pas vivante. Ah, voilà. D'accord. Très Bon. bien. Non, mais c'est bien, ça mérite de le dire. Oui, non, je le dis très très honnêtement, je n'ai absolument rien d'un photographe de nature et d'animaux. Certains photographes, je pense à Vincent Munier par exemple, Oui. ont une poésie absolument incroyable, une patience. C'est vrai. Voilà, moi rester allongé 20 minutes dans l'herbe, c'est déjà trop. Ah ouais. Bon, d'accord. Ok. J'ai absolument aucune qualité pour faire ça. Ok. Donc en fait, il s'avère qu'on m'a offert cette montre religieuse qui est naturalisée. Oui, oui. Et je trouvais la texture de cet animal absolument. Alors, comment tu as fait pour l'éclairer comme ça? Alors, j'ai la chance chez moi d'avoir une grande baie vitrée, enfin une grande fenêtre qui est exposée sud-est. Toujours pareil, en lumière naturelle. Toujours. Et donc, en fait, c'est un simple carton noir de dessin Oui. qui est derrière. D'accord. Le GFX. Elle reçoit la lumière. Exactement, une optique. C'est une lumière diffuse qui vient du côté, un fond noir, le GFX sur trépied, une optique qui rentre un petit peu dans le macro. Et Formidable. voilà. Mais souvent, ce sont les recettes les plus simples marchent très bien parfois. Vrai, c'est vrai. Et en post-production, j'ai gommé l'élément indésirable et voilà. Très bien. Une autre photo, toujours aussi intéressante. Là, c'est de l'humain. C'est un pompier. On est quoi? C'est une grande échelle? C'est quoi? Alors, ça fait partie justement des reportages que je peux réaliser dans le cadre de la construction. Parce que là, j'étais en commande pour Vinci, donc Vinci Construction France, qui est un de mes gros clients, qui a fait conjointement avec une unité des sapeurs-pompiers de Paris qui s'appelle le GRIMP, pour groupe d'intervention en milieu périlleux. D'accord. Voilà. Donc en fait, ces pompiers-là interviennent partout où l'échelle ne peut pas passer. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai appris qu'une échelle de camion de pompiers était limitée à 34 mètres de hauteur. Ok. Donc sur les bâtiments de grande hauteur, ils ne peuvent pas intervenir directement. Et là, en fait, l'exercice, c'était l'évacuation d'un grutier qui aurait fait un malaise. D'accord. Voilà. Donc ça a été simulé. Dans la série complète, on voit quelqu'un qui est descendu en rappel par les pompiers, etc. Et donc on est à une 50aine de mètres du sol. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis joint à l'opération. Et donc, la série complète est visible sur mon site, une partie sur mon Insta. Mais en fait, donc on est sur une grande grue. Et puis, donc, eux ont des harnais, sécurisent tout dans tous les sens. Et puis, moi, j'ai l'habitude de monter sur des grues. Je le fais assez régulièrement. Donc, je suis monté comme d'habitude. Alors, avec les équipements de protection obligatoires sur un chantier, évidemment, mais sans particulièrement de harnais. Okay. Et au début, les pompiers m'ont dit vous venez pas avec nous. Ah. Et j'ai fait comme les chats. Vous savez, les chats qui grimpent, qui posent la fesse tout au bout du canapé, et puis un peu plus, et puis un peu plus. Donc, j'ai commencé par passer le nez au milieu de la tourelle. Ils n'ont rien dit, j'ai monté une marche, clac, clac, clac. Puis au bout de 10 minutes, j'étais avec eux et je n'avais pas de harnais, j'ai fait mes photos et tout va bien, quoi. Et alors, toujours, ça, c'est toujours fait au moyen format, avec des GFX et on peut les utiliser en reportage sans difficulté. Ok, très bien. Et alors, photo suivante, c'est ce portrait, vue de profil. Ouais. L'histoire de cette photo? Alors, c'est le portrait d'un artiste qui s'appelle Josué Komué, qui est donc un artiste d'origine africaine qui vit en France, et enfin à moitié entre la France et l'Angleterre. Okay. Il travaille aussi beaucoup en Angleterre, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la représentation des origines africaines, avec de l'encre de Bic. Ah bon? Spécifiquement. Donc, il essaye d'acheter des bidons d'encre directement plutôt que d'user 20 millions de Bic à chaque fois. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre d'une commande pour les occupations temporaires artistiques. Okay. Dans l'ancien musée Cartier, et avec qui le courant est très bien passé. On a fait une très belle série de portraits. Vraiment, on s'est éclaté. Et cette image-là, en fait, elle m'intéressait parce que, avec le reflet sur le sol
de son atelier, en fait, on voyait le côté un peu cuivré Oui. de Cette l'encre. encre des stylos bics. Exactement, et qui répondait à son propre teint de pose. Il est originaire Complètement. d'Afrique de l'Ouest, et donc qui a une teinte un petit peu rougeâtre, quoi. Et je trouvais intéressant de faire comme ça un espèce de face-à-face entre l'artiste et son œuvre avec Bien sûr. une tonalité qui se retrouvait, quoi. Ouais, Voilà. d'accord, Donc, ouais. et c'était une chouette rencontre, un très bel artiste. Allez voir ce qu'il fait, ouais, vraiment. Volontiers. On rappelle son nom? Josué Comué. D'accord. Voilà. En autre- plus, il est extrêmement sympathique et pour un photographe, bon, facile à bosser, il adore ça en fait. D'accord. Et beau gosse, alors c'est dégueulasse. D'accord, très bien. Toujours dans le travail des couleurs, là on est dans le rouge. Ouais. Ce personnage, qu'est-ce qu'il représente? Alors, on est toujours dans une série de reportages que j'ai fait sur les séries donc d'occupation temporaire artistique. Ok. Ce personnage en fait a un côté très dark, background, vie de la nuit, etc., etc. Et donc en fait il y avait ce lieu en sous-sol de l'occupation temporaire, désaffecté, et en fait c'était assez intéressant parce qu'il y avait cette espèce de vieux néon rouge qui traînait. Ouais, ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, et c'était vraiment la pièce est peinte en noir. D'accord. Et donc si on rééclaire là-dedans, ça devient compliqué, quoi. On perd l'ambiance, ou alors on peut partir à la rigueur sur une inspiration new-yorkaise années 80, flash, noir et blanc, etc. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas tellement là-dedans que je m'exprime. Et puis finalement, j'ai vu le truc et je me suis dit, bah tiens. En fait, on va jouer le lieu. Et donc j'ai posé le boîtier sur trépied, on a trouvé une caisse, je l'ai fait s'asseoir. Et on a fait la série comme ça, et les temps de pause sont entre 1/4 et 3 secondes. D'accord. Voilà, où j'ai demandé vraiment, donc là c'était vraiment où faut vraiment être en phase avec son modèle, et j'ai demandé de ne pas bouger d'un poil, et donc c'est une photo en fait, c'est 1 seconde et demie de temps de pause, et il n'a pas bougé d'un poil, et ça marche bien, quoi. Et là pour le coup ça retranscrivait bien le côté underground. Et le lieu, le côté underground du personnage, enfin ça marchait, quoi. Complètement, les couleurs. Et là par contre on n'est plus dans la saturation absolue comme c'est le cas sur cette photo, on est plus cette fois-ci dans quelque chose de beaucoup plus neutre. C'est cette femme voilée. C'est ça, hein, c'est un petit peu. Alors en fait c'est pas une femme. C'est pas une femme, d'accord. C'est une jeune fille. En l'occurrence, c'est une de mes filles. Ah d'accord. Voilà. Okay, donc c'est une série assez récente où en fait on avait été voir un film à très gros budget qui s'appelle Dune. Je connais quelque chose. Ouais, 2-3 personnes vues. Et donc il y a notamment donc on a fait une série avec les deux qui est visible sur mon site. Pour mon autre fille, on a joué plutôt le côté Furiosa, Mad Max, etc. Mais avec elle, on a joué donc un peu sur le côté des voiles des personnages féminins. Qui là le nom m'échappe, mais bon, qui est un des personnages de Dune. Oui, d'accord. Et voilà. Les sœurs Bénédicte. Ouais. C'est ça. Voilà, merci. Et pour le coup, on a joué là-dessus, et c'est une série que j'ai faite à la fois en moyen format numérique, mais aussi en moyen format argentique, au 6.6, 6.8 et 6.9. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu utilises Alors en 6.6, un Mamiya 6. Un Mamiya 6. Voilà. Et bon, vous allez dire que je fais trop de pub, mais en Fuji, donc avec le 6.8, le GX 680, qui a, de l'époque, une espèce de monstre qui fait 6 kilos. Enfin voilà, c'est incroyable. Mais le résultat est absolument fantastique. Le parpaing. C'est même la palette. Oui, c'est vrai. Celui-là. Et le Texas Leica, donc le 6.9 télémétrique Fuji. Voilà. Excellent. C'est des beaux bébés, quoi. Ouais. Écoute Guillaume, merci pour ce voyage photographique. Je crois qu'on en sait un peu plus sur ton travail. Qu'est-ce qui t'anime dans la photo aujourd'hui, 30 ans plus tard? Tu nous as expliqué. C'est quoi qui te fait encore vibrer? Je ne veux pas rester à la même place. C'est peut-être un des aspects, je dirais d'un point de vue commercial, qui est difficile à vendre. C'est que quand on regarde mon travail, je suis pas le spécialiste de telle ou telle chose. Mais j'ai autant de plaisir à faire un portrait
que d'aller me balader dans la nature pour faire une éolienne ou pour faire une photo d'un tracteur ou d'une voiture en studio ou d'un bâtiment, d'un ouvrier. Enfin voilà. Et ce que j'adore dans la photo, et je trouve que on se fiche de la marque, c'est cette petite boîte. Pour moi, c'est une boîte magique. Elle m'a permis de voyager, elle m'a permis de voir des gens, de vivre des situations que voilà, on a vu des pompiers de l'underground. Vous n'avez pas d'appareil photo, vous n'y allez pas. Bien sûr. Et ça, ça reste un moteur fantastique. Bon, on te souhaite de voyager encore plus et de continuer à répondre à cette demande. Je ne suis pas trop inquiet pour toi. Non, ça devrait aller, ouais. Ça devrait aller. Et on se retrouve très très vite. Regardez dans la description, vous avez le site de Guillaume avec son Instagram, si vous voulez en savoir un peu plus sur son travail. Guillaume, un grand merci. Merci à toi, merci pour l'invitation. On se retrouvera certainement avec grand plaisir et merci encore pour ce voyage. À bientôt. À bientôt. D'ici là, je vous souhaite de faire plein de photos. Faites énormément du papier aussi, parce qu'une photo, c'est pas juste en numérique, c'est bien les imprimer. Je sais pas ce que tu en penses. J'imprime beaucoup. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à aller jeter un œil aussi à la nouvelle plateforme lovelight.tv. Et puis d'ici là, à très très vite. Allez, bisous. Vous êtes photographe, vous avez envie de participer à l'aventure du Love Light Challenge saison 2025 ? Inscrivez-vous dès maintenant et envoyez vos photos sur notre site internet lovelightchallenge.com. Alors, prêt à relever tous les challenges ? À vous de jouer sur lovelightchallenge.com.